Hello, hello, bienvenue sur le podcast Pro et Serein, où nous pensons que les techniques qui facilitent la vie pro et perso devraient être connues du plus grand nombre. Nous testons et validons pour vous ce qui, selon nous, marche le mieux, pour vous permettre de vivre votre vie selon vos propres termes. Bonjour à tous. Bonjour Salut. Romain. Bonjour Geoffrey. Salut Jean-Philippe, salut Romain. Alors, nous avons un nouvel épisode aujourd'hui de notre podcast pour lequel, je peux dire que les Romains disaient que l'art de bien choisir, ça pouvait être une définition de l'intelligence. J'ai dit ça il n'y a pas très longtemps, mais Voilà, c'est pour ton intro, Geoffrey. Parfait. Eh ben, écoute, je repars de cette très belle invitation. L'art de bien choisir est une forme d'intelligence. On va parler effectivement de choix. On va parler de quoi choisir, comment choisir, et c'est le début d'une série de quelques épisodes que je vous propose sur cette thématique. On avait déjà parlé et fait une série sur la procrastination. Et c'est intéressant parce que la procrastination, finalement, c'est un non-choix, ou c'est une volonté de faire un non-choix. Ça ne veut pas forcément dire que ça n'est pas un choix, mais en tout cas, c'est une tentative de ne pas choisir. Et bien sûr, on va regarder l'autre côté de la pièce et on va regarder qu'est-ce qu'on choisit, comment on choisit, pourquoi on choisit, etc., etc. Et ce premier épisode, je vous propose de le mettre sous le signe d'un livre que je viens de finir il y a une dizaine de jours, que j'ai trouvé vraiment passionnant, qui s'appelle 4000 semaines, 4000 weeks. Et le titre en anglais, c'est Time Management for Mortals. Donc je pense que ça dit bien ce que ça veut dire. En tout cas, dans la baseline, on pose déjà les bases. L'auteur, c'est Oliver Burkeman, qui est un Britannique. Il a fait ses études à Cambridge et il a été au Guardian, qui est un des grands journaux en France. À ce qui est, ça serait peut-être Le Monde. Des grands journaux anglo-saxons, de Guardian, et il a tenu pendant, je dirais au moins une décennie, la colonne sur tout ce qui était time management, productivité, etc. Et il a appelé cette colonne « This column will change your life ». Voilà, donc il pose tout de suite les bases. Ouais, ambitieux quand même, ambitieux. Ah ouais, complètement. Je veux dire, t'écris dans le Guardian et tu mets « This column will change your life ». C'est clair. Mais il est très, ce que j'aime beaucoup dans sa manière d'écrire, c'est qu'il est très, beaucoup d'ironie, beaucoup d'auto-satire, d'autodérision. Finalement, c'est très britannique, quoi. Même si depuis quelques années, il habite à New York, il est resté très british sur sa manière d'écrire et ses interventions. Vous pouvez voir également une conférence TED de lui qui est très visualisée. Et il a écrit un autre livre, il a écrit 2 autres bouquins avant d'écrire 4000 semaines, notamment que j'ai beaucoup aimé, L'Antidote, être heureux pour les gens qui ne peuvent pas supporter la pensée positive. Voilà. Et encore une fois, c'est très paradoxal, il prend le contre-pied, c'est vraiment chouette. Et un autre livre qui est sorti en 2018, qui est À l'aide, comment devenir un petit peu plus heureux et un petit peu moins malheureux. Voilà. Donc encore une fois, c'est très dans l'humour, mais en même temps, c'est basé sur des faits, c'est très étayé. Il cite beaucoup de sources, et ça, j'avoue que j'aime bien, plutôt que des auteurs qui s'accaparent les résultats de chercheurs ou autres. Donc ça, c'est vraiment assez agréable. Donc, Oliver Burkeman est un journaliste qui écrit depuis 20 ans sur le développement personnel, le time management, etc. Donc, il est, on va dire, bien au fait de tout ce dont on parle ici. Et il écrit ce bouquin sur lequel je tombe il y a quelques mois. Il est sorti il y a pas longtemps, il est sorti il y a à peu près 1 an. Aucun de ses livres ne sont traduits en français, malheureusement. J'ai vérifié sur 2 sites, sur le Furet du Nord, etc. Donc, si vous voulez explorer les productions, les écrits de Oliver Burkeman, il faudra les lire en anglais pour l'instant. Et dans ce bouquin, il commence, dans l'introduction, il dit « Finalement, au bout du compte, on est tous morts.
Voilà. In the long run, we are all dead. C'est le titre de son introduction. Ça m'angoisse un peu quand même. Alors, c'est là que je mets la petite astérix, warning, âme sensible, âme sensible, passer son chemin. Ça va être un podcast qui va potentiellement nous mettre face à un certain nombre de choses qui vont peut-être un petit peu déranger. Et il commence avec ça dans son intro et il dit effectivement, si on regarde notre vie, l'espace d'une vie sur la durée de vie de la planète, c'est une fraction de seconde. C'est rien du tout. On est vivant pendant un petit bout de temps et puis pouf, c'est passé et la planète continue et la vie continue et passe à autre chose et etc. Et il commence comme ça. Et ça, je trouve déjà que c'est assez intéressant parce que finalement, il pose la base en disant on se bat tous pour bien gérer notre temps, pour faire le maximum de choses, etc. Mais il faut peut-être remettre les choses à leur juste place, que de toute façon, ça va être extrêmement bref et que finalement, c'est peut-être pas si important que ça dans le grand scheme of things. Dans le plan global de l'univers. Et en même temps qu'il dit ça, il dit quand même des phrases qui dit « Time management is all life is ». Donc il dit que vraiment, tout ce qu'on va passer notre temps à faire, notre petite vie sur Terre, finalement, ça va être notre gestion du temps. Et la manière dont on va gérer notre temps va aboutir à notre vie. Parce que il conclut que lorsqu'on aura fini notre vie sera quoi? Sera la somme des moments et de ce sur quoi on aura mis notre attention. Mmh. Donc, si vous mettez votre attention sur telle ou telle chose ou sur telle ou telle autre, finalement, votre vie sera la somme de l'attention que vous aurez donnée à certaines choses ou à d'autres choses. Maintenant, j'ai une petite pression en plus de l'angoisse. Là, j'ai une petite pression qui vient se faire. Parfait. Est-ce que tu veux te soulager de ta tension? Tu veux partager, Romain? Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Le pire, c'est vrai. Alors, il donne. Pour mettre les choses en contexte, il dit Jeanne Calment, alors c'est marrant parce qu'il cite donc Jeanne Calment qui était française, est morte en 1997 à 122 ans et il dit logiquement ce que tous les biologistes disent c'est que très bientôt on va tous allègrement franchir le pas des 100 ans, ça devrait se faire assez facilement dans les prochaines décennies. Et partant de là, il dit si on dit que une personne vit 100 ans et que on remonte dans le temps en arrière en disant lorsqu'il y a une personne qui est morte qui avait 100 ans, il y en a une autre qui est née. Donc, on dit une vie égale une centaine d'années. Finalement, 20 personnes, 20 vies, c'est 2000 ans, c'est le Christ. Et puis, il remonte comme ça aux Égyptiens, il remonte comme ça au Moyen-Âge. Et on s'aperçoit que 2-3 vies, c'est déjà 300 ans. Et finalement, c'est très, très court dans l'espace-temps de l'humanité. Donc, on est sur quelque chose de très court et à la fois d'essentiel puisque notre vie sera le cumul de là où on aura mis notre attention et de notre gestion du temps. Ça, c'est l'introduction. Et à partir de là, il repart en disant, OK, maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour choisir la manière dont on va gérer notre temps? Donc, dans la première partie de son bouquin, Choosing to Choose. Et c'est assez intéressant parce que il pose quelque chose que j'ai retrouvé dans d'autres titres. C'est pour ça que j'avais envie de faire cette série sur le choix. Finalement, il dit mais pourquoi est-ce qu'on serait obligé de choisir? Il y a plein de gens. Nous, on se pose plein de questions dans ce podcast que je trouve passionnantes. Mais je sais pas si c'est pareil pour vous. Mais moi, j'ai des gens dans mon entourage qui se posent pas du tout ces questions-là, jamais, et qui sont très heureux dans leur vie. Il y a des choses qui vont bien, il y a des choses qui vont moins bien. Mais finalement, est-ce que le fait de se poser toutes ces questions, c'est bien la solution, ou est-ce que il vaut mieux vivre en laissant vivre et laisser vivre, comme disait le philosophe, parce que finalement, c'est pas forcément une garantie d'épanouissement que de se poser toutes ces questions. C'est vrai. Donc il repose la question et il dit la seule manière de choisir, c'est d'abord d'accepter que votre vie est limitée et que on va pas pouvoir tout faire. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je vais m'attarder un petit peu, puis je continuerai la suite du bouquin peut-être dans un autre épisode. Mais ce que je trouve intéressant, c'est le principe de dire on ne va pas pouvoir faire tout ce qu'on a envie de faire. Et là, il démonte. Alors c'est bien parce qu'il a passé quand même 20 ans à écrire une colonne sur le time management, sur les gourous du time management, sur les méthodes. Il parle de GTD, il parle de plein de trucs. Et il commence par démonter tout le monde en disant tous les gourous que vous allez rencontrer sur la gestion du temps vont tous vous dire que si vous faites telle méthode, vous allez pouvoir en faire plus. Si vous faites ça, du coup, vous serez plus serein. Et puis, si vous allez faire ci, comme ça, vous allez gagner 15 minutes par jour, etc., etc. Et il dit de manière à très juste titre que tout ça, ça vous fait croire que vous allez pouvoir tout faire, tout ce qui est important pour vous dans votre vie.
Et là, il cite j'imagine que beaucoup de nos auditeurs sont au courant de cette métaphore, le vase et les gros cailloux et les petits cailloux et le sable, etc. Et la bière à la fin. Et bien sûr, la bière à la fin pour avoir toujours le temps de prendre un verre avec un ami. Mais si je la résume en 2 mots pour ceux qui la connaîtraient pas, c'est quoi? C'est un prof qui arrive avec un grand vase et qui met des gros cailloux à l'intérieur et qui dit est-ce que le vase est plein? Oui, non. Alors les étudiants disent oui, il est plein. Alors ils rajoutent des petits graviers, puis qui se glissent entre les gros cailloux, et puis après ils rajoutent du sable, puis ils rajoutent de l'eau, etc. jusqu'à ce que le vase soit plein. Il dit si j'avais commencé par l'eau, j'aurais jamais pu mettre les gros cailloux. Mm-hmm. Et c'est une métaphore qu'on entend partout dans la gestion du temps. Vous tapez ça sur YouTube, sur ailleurs, etc. Et ce que je trouve génial, c'est que ce qu'il dit, Oliver Burkeman, dans son bouquin, c'est qu'il dit ouais, mais cette métaphore-là, elle part du principe que les gros cailloux, c'est les trucs importants pour votre vie, et que si vous les mettez en premier, vous allez pouvoir mettre les trucs importants, puis après, vous mettrez les Insta, les Facebook, les machins, les trucs moins importants. Ça, c'est le sable, c'est l'eau, et ainsi de suite. Sauf que c'est faux. Sauf que qu'est-ce qui se passe si j'ai pas 5 gros cailloux, mais si j'ai 25 gros cailloux? Les 25 gros cailloux vont pas passer dans mon vase. Le prof est un enfoiré. Parce que il arrive avec que 5 gros cailloux quand il fait cette démo et dans ce métaphore. Et c'est pas vrai. On a tous 25 gros cailloux qu'on a envie de mettre dans notre vie. On a envie de mettre la santé, on a envie de mettre la famille, on a envie de mettre le fait de grandir, de se développer, la spiritualité, on a envie de mettre le boulot, etc., etc. Et donc, il va commencer. Alors, Romain, je vois que tu veux intervenir. Je m'interromps. Vas-y. Ouais, excuse-moi, ma question c'était, ou alors peut-être je vais au devant du truc, mais est-ce que c'est 25 gros cailloux ou est-ce que c'est 25 cailloux dont je pense qu'ils sont gros? Et qu'après, tu vas nous montrer un truc qui dit que mais celui-là, en fait, il est pas gros. Exactement. C'est exactement ça. T'es trop fort, Romain. Oh, excuse-moi. Dis-le pour moi. Donc, effectivement, il dit que le prof, c'est pas très fair-play dans cette métaphore, parce que c'est comme si on avait que le nombre de gros cailloux qui pouvaient passer dans notre vie. Eh oui. Or, on a tous bien plus de choses importantes que de temps dans la journée, de temps dans la semaine, ou même de temps dans notre vie. On a envie de visiter plein de choses, plein de pays, de faire du sport, plein de sports différents. En tout cas, voilà, moi j'ai toujours un côté curieux et envie de faire des tonnes de trucs. Et donc il dit, et là il rebondit en citant une autre parabole, une autre histoire, qui est celle qui est attribuée à Warren Buffett. Warren Buffett, qui est son pilote d'avion vient le voir et lui dit Monsieur Buffett, comment est-ce que je fais pour faire les trucs importants de ma vie? Et Warren Buffett lui dit tu listes tous les trucs qui sont importants, tu vas en avoir 25, 30, 35, peu importe, et tu prends les 5 premiers et tu ne fais que cela. Et tout le reste, ça dégage. Mais non seulement ça dégage, mais il dit les autres projets, c'est les projets dangereux. Parce que c'est les trucs qui sont suffisamment attrayants pour te distraire, pour t'amener, mais qui sont pas suffisamment importants pour faire que si tu les as réussis, mais que t'as pas réussi les 5 premiers, t'as l'impression d'avoir réussi ta vie. Voilà. Et donc, il dit surtout, tu fuis les 20 autres ou les 25 autres ou les 30 autres comme la peste. Et tu te concentres que sur les 5 premiers. Ça me rappelle un peu The One Thing, tu vois, la seule Absolument. chose dans le même état d'esprit. Ouais, ok, super. Absolument. On est tout à fait sur cette thématique, sur cette première partie du bouquin, où il dit effectivement, votre vie va passer et votre time management va correspondre à votre vie. Et là, vous allez mettre votre attention, va correspondre à la somme des moments de votre vie. Et on vous fait croire que si vous gérez bien votre temps, vous allez pouvoir tout faire. Mais en fait, il manque une étape à ce principe de time management. C'est l'étape numéro 0, c'est avant tout, je fais le tri. Parce que c'est intéressant, il le mentionne, il dit j'ai acheté telle méthode, etc. Et il dit quand il a rencontré GTD, il a essayé de faire, de s'appliquer à mettre en pratique la promesse de David Allen et de dire que si je faisais bien mes tâches le long du processus, j'allais pouvoir tout faire. Mais il le dit aussi, j'ai pas réalisé que David Allen finalement disait que on pourra jamais tout faire et que la première des étapes de GTD, peut-être pas la première mais la deuxième dans la clarification, je capture des tonnes de trucs, ok, mais la deuxième c'est je dégage tout ce qui n'est pas essentiel. Et souvent quand on a des personnes avec qui on discute, que ce soit en time management, en coaching ou autre, mais ils croient qu'ils vont pouvoir tout faire. Et le piège, il est là. Et donc, dans GTD et dans ce que défend Oliver Burkeman, c'est d'abord, on fait le tri et d'abord, on dégage et on se concentre vraiment sur l'essentiel. Voilà. Donc ça, c'est le premier point qu'il fait. Et en allant dans ce point-là, ce qu'il dit aussi, c'est que il y a quelque chose qui est faussé dans notre société.
peut-être un deuxième partie de ce premier point, c'est dire que le fait d'être très occupé devient une qualité, devient quelque chose dont je peux être fier. C'est quelque chose de prestigieux. Comment ça va en ce moment ? Oh, je suis super occupé. Oh, je suis super busy. J'ai 15 millions de projets, j'ai machin, etc. Et ça devient un badge of honor, comme on dit en anglais. Mm-hmm. Et il remonte au grec antique en disant mais les gens riches, le but du jeu est de bien gérer leur temps. Si on prend les stoïciens, si on prend les épicuriens, si on prend tout ça, c'était pas pour pouvoir en faire plus. C'était pour pouvoir profiter et rien faire du tout. Ou passer du temps avec des amis, ou boire un verre de vin, ou réfléchir à d'autres choses, ou profiter de la vie. Et on est rentré dans une société où le fait d'être super occupé, c'est quelque chose de hyper valorisant, de hyper bien, ah ouais, t'es hyper occupé, mais c'est super. Quand est-ce qu'on se voit ? Oh, je suis busy pendant au moins 3 mois. Là, on prend une date, on va faire un déj ou un dîner en février, en mars, en avril, j'en sais rien. Voilà. Et là, il remet les choses à leur juste valeur, ce que je trouve, moi, ça me va bien dans ma philosophie de vie, en disant le boulot, même si vous vous éclatez dans votre job, est au service de votre vie, et non pas l'inverse. On n'est pas là pour toujours en faire plus. Voilà. Donc vraiment, le fait de dire que le fait d'être occupé, ça n'est pas quelque chose de prestigieux. C'est bien, c'est sain, c'est génial d'être engagé dans la vie et de faire plein de trucs et d'avoir plein de projets et de se réaliser. Mais avant tout, c'est d'avoir ce recul et de dire, OK, est-ce que passer plus de temps sur ce projet, passer plus de temps dans ce boulot, passer plus de temps à faire ça, est-ce que ça correspond réellement à ce que j'ai, à mes 5 top projets, ou bien est-ce qu'il y a d'autres choses dans mon équilibre qui sont tout aussi importantes. Voilà. Donc vraiment au début, donc c'est pourquoi choisir, choisir pour pouvoir être vraiment présent et avoir ce recul et ne pas se laisser embarquer dans cette machine de productivité pour pouvoir en faire toujours plus. Plus oui, mais plus de quoi finalement ? Et c'est ça c'est vraiment la question qui pose au début, que je trouve vraiment très intéressante. Dans ce premier épisode, ce que je peux vous proposer comme outil pragmatique, c'est une évolution de votre to-do list et qui marchera très bien avec les GTDistes et ceux qui font pas de GTD, ça marche aussi. Et il propose pas beaucoup d'outils dans son bouquin. Le bouquin est vraiment passionnant. Sur les 260 pages, je crois qu'il y a une dizaine d'outils qui résument à la fin. Mais un des processus qu'il propose et que je vous propose aujourd'hui, c'est d'avoir une liste de prochaines actions avec un nombre limité d'emplacements. Qu'est-ce qu'on entend par emplacement ? Donc, imaginons que j'ai 2 listes. J'ai ma liste où je me vide la tête et je mets tout ce que j'ai envie de faire, au pro, au perso, un jour peut-être, etc. Ça, c'est une liste qui est ouverte, ce qu'il appelle la liste ouverte et qui est longue comme le bras. Et puis, il propose de créer une deuxième liste qui est la liste fermée. Et dans cette liste fermée, idéalement, j'en ai qu'une place. C'est la prochaine action. Mais si on est un peu plus réaliste et que, comme moi, on est imparfaitement humain, on va avoir peut-être une dizaine d'emplacements. Et je mets mes 10 prochaines actions ou mes 5 prochaines actions dans cette liste. D'accord. Mais je ne peux pas rajouter une action dans cette liste tant qu'il n'y en a pas une des 5 ou des 10 qui a été faite. Ouais, ok. Donc j'ai une liste qui est longue comme le bras et j'ai une liste de 10 actions qui sont mes 10 prochaines actions. Dans le Kanban, je pensais au Kanban, c'est au fait que le Kanban, les 3 colonnes, la colonne du milieu qui limite en fait le nombre de choses que tu peux faire. C'est exactement ça. Si vous avez regardé effectivement des méthodes agiles, Scrum, etc., dans le méthode Kanban, il y a le backlog qui est la liste complète de tout ce qu'il y a à faire. Et puis finalement, il y a le doing, la liste des choses qui sont en cours, mais qui est finalement c'est intéressant parce que c'est l'image que j'ai, c'est l'image d'un tuyau qui arrose, qui sort de l'eau. Il y a une bande passante qui est limitée. Voilà. Donc l'idée, c'est de pas surcharger sa bande passante parce que ça crée du stress ou ça crée une croyance qu'on va pouvoir tout faire, ce qui est voilà, on se prend juste pour des demi-dieux. Pourquoi pas pour des dieux carrément ? Oui, c'est vrai. Et on reviendra sur un prochain épisode sur cette notion de croire qu'on peut tout faire et d'échappatoire et de relation au digital. Qui peut nous donner cette impression-là. Mais voilà. Donc, j'ai ma liste de tout ce que j'ai à faire. Je me vide la tête, etc. Et finalement, j'ai une liste d'une dizaine d'actions qui sont mes vraies prochaines actions. Et alors là, il se passe 2 choses. Et ça, je le vois avec des clients avec lesquels je travaille, quand ils ont une liste qui est longue comme le bras,
les personnes qui sont en stress d'avoir trop de choses à faire, qui vont avoir tendance à procrastiner, ça leur va pas du tout. C'est trop de pression, c'est trop de stress, ça marche pas. Donc déjà, c'est instinctivement quelque chose qu'on a mis en place avec différents clients, c'est avoir une liste beaucoup plus limitée. Donc ça, on sait que pratiquement, de manière pratique, ça fonctionne. Premier élément, je vais ne voir que 10 actions. Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui ? Je reprends là où j'en étais hier, j'ai une dizaine d'actions dans ma liste et c'est hyper rassurant et c'est des vraies priorités. Premier truc. Deuxième truc, comme je ne peux rajouter quelque chose dans ma liste qu'une fois que j'ai une place de vide, si je veux faire d'autres trucs, j'ai intérêt à me dépêcher de faire les actions qui sont dedans. Donc ça me crée de la motivation. C'est assez intéressant parce que le fait de savoir que j'ai d'autres trucs que j'ai envie de faire ou que j'ai envie de mettre dans ma liste, du coup ça me crée de la motivation pour passer à l'action sur mes 10 actions qui sont dans ma liste. Voilà. Et comme évidemment je n'ai que 10 places, j'ai intérêt à avoir des actions qui sont décortiquées et qui sont précises. Parce que si je me mets une action, faire le business plan ou faire la projection commerciale 2023, et je me mets 10 actions comme ça, avant que j'ai fait mes 10 actions, j'en ai pour 6 mois, quoi. Voilà. Donc, ça va m'obliger à décortiquer mes actions de manière très spécifique, parce que comme j'ai pas envie qu'une action, elle reste là-dedans pendant 3 semaines, du coup, je cherche à mettre des actions très spécifiques, des petites actions. Comme ça, hop, je la fais, elle dégage, je peux en mettre une autre. Et j'ai cette notion de momentum qui s'installe. J'ai cette notion de dynamique, de choses qui bougent, qui roulent, qui avancent. Et ça, c'est extrêmement agréable. Voilà. Du coup, ça m'élève une question, parce que je fais presque l'avocat du diable, mais non, j'allais pas dire ça, puisque c'est des questions qu'on me pose, notamment sur ce genre de choses en formation ou même en coaching. C'est oui, mais alors, qu'est-ce que je fais avec les interruptions ? J'ai prévu mes trucs, j'ai mes 5 prochaines actions là dans mes cases, puis tout d'un coup, pouf ! Et il faut vraiment le faire, quoi. Qu'est-ce que je fais ? Effectivement, j'allais en parler au prochain épisode, mais on peut en parler maintenant. Ah non, mais au prochain épisode. Alors, il a une autre liste. Au prochain épisode. Je peux donner la réponse. Il a une autre liste des choses qui sont en attente et dans laquelle je peux me parquer, on va dire, des actions, parce que ma règle de 10 actions dans ma liste présente, elle est immuable. Donc, je peux finalement reculer une tâche que je me mets dans mon action, dans ma liste de parking, si tu veux, pour insérer un truc qui est de l'ordre de l'interruption, parce que ça devient urgent, il faut que je le fasse maintenant. Et je remettrai l'action qui a été parquée à côté dans la liste une fois que cette action-là aura été faite. Voilà. Mais c'est intéressant parce que ça nous oblige à choisir en permanence. Ça nous oblige à dire est-ce que je fais telle action ou telle autre, est-ce que je mets dans ma to-do list de mes 10 actions, et puis ça nous permet d'équilibrer une liste de 10 actions. On peut voir, je peux en mettre 3, 5, 8 de boulot et puis 2 de perso. Je sais pas, aujourd'hui j'ai envie d'aller courir, hop, je me mets aujourd'hui je vais courir dans ma liste. Voilà. Et ça permet vraiment d'avoir une vision qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide, fluide, dynamique. Voilà. Et alors, du coup, est-ce que ça veut dire qu'on travaille pas du tout sur les autres sujets ? Si, on va travailler sur les autres sujets. Je dirais, si ça s'inscrivait dans GTD, comment est-ce que je pourrais inscrire ça dans GTD ? Je dirais que au lieu de tout clarifier, je vais parcourir mon inbox ou je vais parcourir les choses que j'ai à faire ou ma liste de projets et je vais mettre dans ma to-do list les actions je vais clarifier finalement les actions que j'ai vraiment envie de faire maintenant. Voilà. Là, je sens que je crée une tension en non, pas du tout. J'allais te proposer, oui, parce que oui, c'est vrai. Alors, en fait, la tension elle est créée par le fait de pas forcément tout clarifier. Ça, c'est un truc. Mais par contre, en fait, voilà, je vais partager un mode de fonctionnement que j'ai depuis quelques semaines, même quelques mois maintenant, qui était presque une entorse, on va dire, à l'orthodoxie GTD, mais qui correspondait aux besoins que j'avais sur le moment. Ce qui fait que dans ma revue hebdo, je vais choisir. Tu vois, j'ai scindé, j'ai fait une liste de projets actifs. Ouais. Et puis j'ai les projets, les autres, je les ai appelés, je sais plus, projets retardés ou reportés ou je sais plus quoi. Voilà. En suspens. Ouais, voilà. Et du coup, en fait, dans la revue hebdo, je choisis les projets sur lesquels je vais bosser dans la semaine. Pareil. Ça marche. Et donc, j'ai cette liste-là. Ça veut dire que je vais bosser que là-dessus. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que le logiciel que j'utilise maintenant, j'ai pu faire 2-3 filtres que j'ai changé. Je suis plus sur le magnifique Daylight. Oh, t'as quitté Daylight ? Eh oui, je sais. Non, mais oui. Non, mais... Un autre épisode. Je vous ferai un épisode là-dessus complet. Au moins un post sur le forum. Au moins. Il y a le forum. Et je suis passé donc sur Todoist, ça permet de faire des filtres. Et du coup, j'ai une liste qui s'appelle la liste des prochaines actions. Ouais. Voilà, des projets. Mais cette liste-là ne prend que les prochaines actions. Des projets actifs. Des projets actifs. Je vois pas tous les autres. Ce qui fait que forcément, ça me limite pour la semaine. Absolument. Alors, la différence peut-être, c'est le pas de temps, puisque ici, je prends une semaine et je fais ça sur une semaine. Mais
en faisant ça, j'ai quand même toutes mes inbox tout le temps à zéro. C'était ça ma grosse tension. C'est de dire aux gens, videz pas forcément, clarifiez pas forcément, moi je peux pas. Alors, moi, ce que je dirais, je comprends. Ce que je dirais, c'est, est-ce que, je sais pas, j'ai eu une idée. Il y avait plein de moments où j'ai des idées, des envies, des trucs à faire. Et lorsque je vais vider mon inbox de capture, je vais me poser la question suivante. Est-ce que ça, je vais bosser dessus maintenant? Ou est-ce que, maintenant, ça peut être aujourd'hui, ou ça peut être dans la semaine, ou ça peut être dans le mois. Est-ce que c'est plus prioritaire que les trucs que je me suis déjà listés? Si c'est plus prioritaire, je clarifie, je le mets en place. Si c'est pas le cas, je le parque. Peut-être qu'un jour, c'est à trop longue échéance, mais dans une liste qui serait plus tard, later, tu vois. Mais moi, je ferais quand même la clarification. Même chose, sauf que j'irais quand même, parce que j'ai déjà commencé à réfléchir. Oui. J'ai déjà vu que c'était ce truc-là et que machin, et que je continue, j'ai ma prochaine action, et je mets ça sur les projets reportés. Très bien. Ou en suspens. Et du coup, je les vois pas. Mais ça serait le truc, voilà. Alors, je pose la question, pourquoi passer du temps sur quelque chose que tu n'utiliseras pas forcément? Parce qu'on sait tous, comme les priorités changent et évoluent, peut-être que tu vas clarifier le truc, tu vas le mettre dans tes projets pour plus tard, et finalement, dans 15 jours, lorsque tu vas retomber sur ce truc-là, il est plus à faire. Non, mais à ce moment-là, c'est que... non, là, je te parle d'un truc que je sais qu'il faudra le faire. C'est-à-dire que si je suis pas sûr, c'est du un jour peut-être. Voilà. Donc, si je suis pas sûr que je le ferai ou qu'il faut le faire, ou que quelqu'un va le faire à ma place ou je sais pas quoi, ça va pas être. Donc on est sur une petite nuance, mais effectivement, l'idée c'est ça, c'est vraiment d'avoir une dizaine d'actions sur lesquelles je vais garder ma concentration pour aujourd'hui, et puis au fur et à mesure où j'en ai une qui se fait, j'en rajoute une, etc. Et j'ajoute que c'est hyper satisfaisant, parce que quand tu arrives en fin de semaine, en l'occurrence fin de semaine chez moi, et que finalement tu as fait tout ce qui était dessus, ou presque, c'est quand même vachement sympa. Et en fait, c'est pour ça que j'ai mis ça en place au départ. C'est qu'un de mes clients me disait, ouais, mais moi, la liste à rallonge, ce que tu disais au départ. J'ai besoin d'avoir ce sentiment d'achèvement dans la semaine. Parce que si vous me dites, ouais, j'ai fait ça dans la semaine, mais finalement, je regarde ma liste, elle a pas bougé, c'est juste qu'elle a changé. Business plan 2023. C'est ça, moi, je sature, j'en peux plus, quoi, je me noie. Et donc, on a mis ce truc-là en place et j'ai trouvé ça vachement bien. Et alors que j'étais pas trop comme ça avant, finalement, j'aime beaucoup ça. Écoute, je partage, parce que c'est quelque chose que je pratique et que j'invite mes clients en coaching à pratiquer également. Voilà. Mais faut clarifier. Voilà, là, j'ai pas marqué des points aujourd'hui. Non, ça marche. Mais est-ce que c'est fini pour aujourd'hui? Parce qu'il y a des petites remarques, ou pas? Écoute, moi, ce que je voulais vraiment aujourd'hui, c'est aborder ces 2 points, c'est-à-dire avoir cette notion de notre vie est finie et accepter ça. Et on va voir dans le prochain épisode que ça va déclencher un peu ce que tu ressentais. Je rebondirai là-dessus d'inconfort. Donc, accepter que notre vie est finie, c'est déjà un premier point. Et du coup, accepter qu'on ne fera pas tout. Premier élément. Et deuxièmement, c'est effectivement, si je peux pas tout faire, du coup, faire un tri de manière beaucoup plus, être plus exigeant avec soi-même, plus réaliste. Moi, je trouve ça super de reprendre le contrôle sur la décision. Et c'est un truc auquel on invite de toute façon, quelles que soient les méthodes, mais on a souvent l'impression que les gens cherchent un truc qui va décider pour eux. Absolument. Et donc, la décision, c'est quand même, au final, c'est à nous de la faire, quoi. C'est peut-être le moins confortable, mais c'est ce qui fait qu'on n'est pas des machines non plus, c'est que c'est la décision qu'on va prendre. Il y a quelqu'un ou quelque chose, alors soit quelqu'un, auquel cas on n'a pas le contrôle, c'est quelqu'un qui nous dit ce qu'on doit faire, on est des enfants, on dit aux enfants ce qu'ils doivent faire, on va te brosser les dents, mets-toi en pyjama, etc. On pourra faire un épisode là-dessus aussi d'ailleurs. C'est une bonne chose. Créons un épisode sur reprendre le contrôle de l'éducation des enfants. et à l'inverse, si c'est une machine qui nous dit quoi faire, c'est que c'est de l'intelligence artificielle qui est devenue notre guide, qui est devenu notre patron, qui est devenu notre référent. Et nous, on devient à l'inverse des machines, des exécutants. Ça fait peur quand même, non? Enfin, ou c'est que moi. Alors, ça fait hyper peur. Une question qui est souvent posée, effectivement, c'est comment faire pour les priorités. Finalement, la question de la priorité, ou comment choisir les priorités, ou qu'est-ce qui peut faire que je choisis telle ou telle priorité, c'est ça. Et au fond, je trouve ça vachement intéressant. Au moins, le questionnement est d'arriver à sortir de l'angoisse de la priorité. Parce qu'au fond, je suis à peu près persuadé que, enfin, en tout cas, moi, ça me fait ça quand j'ai la liste de tout ce qu'il y a à faire, etc. Je me dis, oh, d'accord, ok, allez, je vais prendre un café, et puis quand je reviens, c'est encore pire. Donc, voilà. Et effectivement, se reposer la question de ce qui est vraiment important pour nous. Alors, comment pas avoir à se la poser tous les 4 matins, en fait? C'est ça la question. C'est-à-dire que, en gros, finalement, on est à ramener à ça, à cette liste de projets qui amène une liste de prochaines actions.
et comment faire pour pas se reposer la question tous les 4 matins. Alors, c'est un petit peu ce que déjà vous répondiez à ça. Hein. Comment être assez tranquille avec ce choix des priorités ou ce choix des sujets, des projets qui sont vraiment importants pour nous, quoi. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour que ça dure quand même un petit peu, quoi? Bah, c'est hyper intéressant parce que, et j'en parlerai dans les prochains épisodes, parce que dans le bouquin, il rejoint, c'est vraiment, il y a une notion de clé de voûte, en fait, moi je trouve, dans ce bouquin-là, parce que il rejoint le moment présent d'Eckhart Tolle avec la méditation, il rejoint les philosophies stoïques qui se posaient la question comment avoir une bonne vie, il rejoint la psychologie de Jung, et d'autres qui se posaient beaucoup de questions sur la conscience, sur le choix, sur etc. Et finalement, la seule manière de ne pas se poser 10 000 fois la question de quelles sont les priorités, c'est le lâcher prise. C'est d'accepter que on est humain, qu'on est fini, et ça va nous générer une certaine anxiété, et ça va nous générer une certaine difficulté, et c'est cet inconfort-là qu'il faut accepter et qu'il faut laisser passer, et c'est ça qui va nous permettre d'ancrer nos vraies priorités comme étant des vraies priorités. C'est-à-dire, tant que j'étendrai ce point-là dans un prochain épisode pour pas repartir pour une demi-heure. Oui, je suis parti là. Exactement. C'est tellement passionnant. Mais voilà, tant que tu luttes et que tu te bats et que tu mets de l'énergie et que tu crois que tu peux tout faire, et ben toute cette énergie-là, elle est pas passée à faire ce que tu as à faire. Voilà. Et je laisserai sur cette notion-là parce que sinon je repars pour un tour. On remet une pièce dans la machine. Donc nous ne rebondissons pas. Donc. Merci, c'est gentil parce que sinon ça aurait été difficile. Ça marche. Moi, juste une toute petite dernière remarque, c'est que j'ai noté à un moment quand tu parlais le fait qu'effectivement notre boulot est au service de notre vie. Ouais. Et en fait, quand tu as dit cette phrase, ça m'a évoqué. Je me suis dit tiens, mais peut-être les artistes c'est un peu différent. Parce que souvent je me disais mais finalement les artistes, bon c'est les gens, ils font leur boulot comme, enfin tu vois, pour l'avoir été aussi. Il y a des moments où tu bosses comme d'autres vont bosser. Et il y a quand même, je pense qu'il y a sans doute certains artistes pour qui le boulot, la vie, tu vois, c'est un peu la même chose. Oui, il n'y a pas comme s'il n'y avait pas forcément, pour beaucoup d'autres métiers, peut-être, il n'y a pas forcément une frontière aussi distincte entre simplement le professionnel et voilà. Peut-être que pour beaucoup de gens, le professionnel donne du sens à leur vie. J'ai pas de problème avec ça. Et je pense que dans le bouquin, si on avait la chance d'avoir Oliver Burkeman avec nous, je pense qu'il dirait que il y a pas de problème avec ça. La question c'est est-ce que si cet artiste ne fait que ça dans sa vie, est-ce qu'il sera satisfait lorsqu'il regardera sa vie en rétrospective? Ou bien est-ce que il va se dire c'est quand même dommage, j'aurais dû équilibrer, j'aurais dû construire une famille, j'aurais dû parce qu'on connaît tous des génies, on a tous entendu parler de génies, d'artistes, que ça soit du théâtre, de la musique, de la peinture, ou même des maths, ou des sciences, ou des personnes qui sont tellement absorbées par leur activité, qu'on pourrait qualifier d'activité professionnelle, que tout le reste à côté en pâtit. Est-ce que ça leur convient si leur vie n'a été que ça? Et si la réponse est oui, génial. Bien sûr. Mais cette notion de choix, elle intervient en disant, est-ce que vraiment dans ce que j'ai envie, je n'ai qu'un seul gros caillou? Ou bien est-ce que j'ai envie d'avoir plusieurs gros cailloux et j'ai envie effectivement d'être un artiste, un scientifique, un chercheur passionné ou même un manager passionné, parce qu'on peut être passionné dans son boulot, un dirigeant de boîte passionné, mais en même temps j'ai envie de prendre soin de ma santé, j'ai envie de construire une famille, etc. Et auquel cas j'ai plusieurs cailloux, plusieurs gros cailloux. Ouais, non, je pensais ça parce que c'est le côté vocation, le côté appel, un petit peu, tu vois, absolu, quoi. Le côté absolu qui est pas forcément dans tous les métiers. Mais on les laissera répondre. Qu'ils répondent et qu'ils nous parlent de leur passion. Voilà. Eh ben merci, et on attend les prochains épisodes avec impatience. Avec grand plaisir. Salut, merci à tous les deux. Merci Geoffrey, merci Romain.